Bonjour Nicolas Batum. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, sur le terrain des Hornets, votre nouvelle maison. Exact. Ouais. Vous disputez votre 18e saison NBA. Votre patron s'appelle Michael Jordan. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez tout le chemin que vous avez parcouru? C'est vrai qu'en 8 ans, j'ai quand même vécu pas mal de choses. Donc 7 ans dans la même franchise avec les Blazers de Portland, où j'ai vécu des hauts, des bas, des très bons souvenirs, des mauvais souvenirs, mais quand même une très très belle expérience. Maintenant, depuis quelques mois ici, en Caroline du Nord, où j'ai complètement changé de conférence, changé d'équipe, changé de couleur, changé de salle. Donc c'est la NBA aussi, c'est que voilà, on peut découvrir plein de choses, de nouvelles choses en changeant d'équipe. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Oui, je suis assez fier de mon parcours parce que déjà, rester aussi longtemps dans la Ligue NBA, c'est pas évident. Déjà faire 8 saisons. J'ai toujours eu la chance de jouer dès le début. De ma première année, j'ai pu starter et avoir un petit temps de jeu. Et à chaque fois, ça a été constant et en progression à chaque fois. Là, je change de nouvelle équipe et je suis encore titulaire et avoir un gros temps de jeu et de responsabilité quand même. Donc ouais, c'est assez satisfait pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, il manque ce titre NBA. De toute façon, c'est le Graal et le but ultime, je pense, de tout joueur qui vient jouer dans cette ligue, c'est de gagner à la fin. Il y a quand même un delta entre le titre NBA et faire des demi-finales que vous t'avez fait de conférence une fois, je crois, avec Portland, quand vous aviez sorti Houston, et aller en finale de conférence, être un contender, comme ils disent, un concurrent, un candidat. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a une marche énorme entre chaque tour de play-off. Quand on a passé le premier tour, par exemple, avec Portland en 2014, en battant Houston, on se dit c'est bon, on a fait ça en 6 matchs, les vieux Spurs ont fait ça en 7 matchs, donc on va essayer de les sortir assez rapidement. On perd 4-1, mais voilà, on a vu le niveau qu'il faut pour aller au bout. Et les équipes comme les Spurs qui le font constamment depuis 15-20 ans maintenant, donc avec quasiment les mêmes joueurs, c'est assez impressionnant. Tu la gardes cette action où tu fais la remise en jeu pour Damian Lillard de loin, qui marque de très loin, parce qu'au moment où le panier rentre, toute la salle explose, tous les joueurs explosent, il n'y a qu'un mec qui ne bouge pas. 9/10 left. A 3 wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Oui, j'étais assez surpris. Déjà, le système n'était pas pour lui. Ah, donc tu te gourres ou tu mets pas la balle au bon endroit alors? Bah non, parce que normalement il devait remonter de l'autre côté du terrain, c'était un décor. Il a coupé vers le ballon directement, donc j'étais assez surpris déjà qu'il soit là, donc je lui donne le ballon. Parce que normalement l'action était pour Aldridge, donc s'il loupe, je suis mort. C'est moi qui prends, c'est pas lui. Et donc il la met, bon voilà, j'ai eu un moment de surprise, déjà de ouf. J'étais plus content parce que je me suis sauvé moi que d'avoir gagné la série. Mais non, c'était c'est ce que j'ai dit par exemple la semaine dernière quand je suis allé, ou il n'y a pas longtemps quand je suis retourné à Portland, que j'ai la plus grande passe décisive de l'histoire du club. Oui. Actuelle. Bah même non. En 2000, ils étaient pas loin. Ouais, mais bon, c'est pour gagner une série là. Non, c'est vrai qu'un buzzer beater de série, c'est énorme. C'est votre plus beau souvenir à Portland? Peut-être, ouais. Peut-être mon plus beau souvenir, de gagner une série sur un tir au buzzer comme ça se fait pas souvent. Donc c'était un gros match, une grosse série, c'était assez incroyable comme moment. Ouais. T'en as mis un buzzer, c'était contre San Antonio. Ouais. Allez-y. J'en ai mis 2 en tout pour l'instant. Ah. J'en ai mis 2. Un contre les Spurs et un contre Cleveland. They have Batum in there. There it is. Batum for the win. C'était ma 2e année, je crois. 2011. 3e année alors. 3e année, bon, c'est qu'on avait une grosse équipe. On avait Brandon Roy, on avait Aldridge, on avait Jared Wallace, on avait André Miller. Et le système, en fait, c'était pareil, il avait fait des systèmes pour faire des mouvements par rapport à Brandon Roy. Donc tout le monde pensait que c'était Roy qui allait prendre la balle pour shooter. Et en fait, il y avait un petit leurre pour moi qui devait plonger au panier. Donc tout le monde m'a oublié, du coup.
Et André Miller qui fait une passe magnifique au-dessus. Et puis c'était mon premier buzzer beater, je crois, de ma carrière pro, en général, ce que j'ai même pas fait au Mans. Non, c'était un bon moment. Ça fait quoi alors, marquer un panier comme ça? Ça fait qu'on le regarde, qu'on rentre chez soi, qu'on regarde YouTube 57 fois de suite. Non, et qu'on le poste partout sur Facebook. Non, c'était... Voilà, c'est en particulier de mettre un buzzer en NBA parce que quand on est gamin, on regarde tout ça. C'est ce qui fait rêver les gens. Ça arrive qu'ici, il y en a un par semaine. Donc, que ça soit soi-même qui en mette un, en fait, c'est génial. Vous vous souvenez de votre premier match NBA? Officiel? Ouais. Ouais. Staples Center contre les Lakers. Face à Kobe? Bah, c'était ma Quel début? Ouais, bah oui. Je rentre, Nate McMillan m'appelle, je rentre sur le terrain, donc j'entends défense directement. Je défends sur Kobe, donc ma première action NBA officielle, c'est face à Kobe et il me regarde et il demande le ballon directement. Donc donnez-moi le ballon, je vais le faire. Et il marque pas. Il marque pas, donc non. Et après, derrière, je fais une interception, je mets un dunk derrière. Donc ma première entrée NBA, c'est une grosse défense sur Kobe, une interception et dunk derrière. Ça commence bien alors. Ça commençait bien quand même, c'était un bon signe. Est-ce que vous aviez la pression justement de débuter cette première saison NBA? Non, et je me rappelle en premier match, j'étais assez énervé parce que je n'avais pas joué. J'étais rentré à 3 minutes de la fin. Donc j'étais un peu énervé parce que je voulais pas justement tomber là-dedans. D'être le jeune joueur qu'on fait rentrer à la fin, qu'on va mettre en D-League pendant 2 semaines. Donc voilà, j'ai peut-être inconsciemment où j'étais jeune, j'ai dit au coach que j'étais pas d'accord avec ça. Alors que j'ai beaucoup joué en pré-saison pourtant. Il m'avait traité de fou, mais bon, il avait bien aimé et 2 jours plus tard, j'ai starté. Qu'est-ce qui vous reste justement de vos 7 ans à Portland? C'était une belle partie de ma vie, c'est ma première expérience américaine, ma première expérience NBA. Voilà, c'est une équipe qui m'a fait confiance, qui m'a fait jouer d'entrée, qui m'a pas relégué sur le banc en D-League. C'est un public voilà, extraordinaire, c'est une ville extraordinaire et assez unique dans son domaine. Donc voilà, j'ai gardé de très très bons souvenirs là-bas. Et d'être retourné il n'y a pas longtemps, voilà, ça m'a fait bizarre d'y retourner parce que voilà, c'est une place que j'ai appelée, que c'était ma deuxième maison. C'était ma deuxième maison après la France. Donc maintenant, je passe à autre chose. Maintenant, c'est Charlotte, mais c'est vrai que Portland restera une grosse partie de ma vie. Comment vous vous sentez ici à Charlotte maintenant? Bah, très très bien, très très bien. C'est vrai que c'est une ville. Je suis pas grosse ville américaine moi, quand même. C'est vrai qu'une ville comme ça, taille moyenne, ça me va parce que voilà, on peut plus bouger, on peut plus circuler, on est plus proche des gens, il y a moins de stress, il y a moins de trafic. Même si je viens en Segway, mais bon, il y a moins de trafic quand même. Donc non, j'aime bien ce genre de ville moi. Comment est-ce que vous vous êtes intégré dans cette équipe? On a l'impression que ça s'est fait assez facilement finalement, votre arrivée ici. Bah, ça a été simple et je pense que j'ai aussi le jeu adapté pour m'intégrer plus facilement dans une équipe également. Quand je suis arrivé... C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont pris. Aussi. Bah, c'est la raison principale aussi qu'ils m'ont pris, c'est que... Voilà, quand je suis arrivé ici, j'en ai parlé avec Kemba directement. Il y a Al Jefferson qui est venu me voir, qui me fait... c'est peut-être le plus beau trade que j'ai pu avoir de ma carrière parce que enfin un joueur qui va pouvoir donner des ballons et jouer pour l'équipe. Donc ouais, non, j'ai essayé même de parler à Kemba en lui disant que je pourrais l'aider à évoluer son jeu. C'est ce que j'ai fait avec Lillard pendant 3 ans, où je lui ai enlevé la pression. C'est pour ça que Lillard était un peu triste quand j'ai été trade parce qu'il a plus ça maintenant. Et Kemba, c'est comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu me laisses prendre le ballon et créer, et toi jouer en deuxième lame, ça peut t'aider aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'entend bien tous les deux, et c'est pour ça qu'on a une bonne saison tous les deux, c'est qu'on a réussi à se complimenter. On est à Charlotte, chez Michael Jordan, oui. Quand même, qui est votre patron. Maintenant, Exact, Nicolas, ouais. qui vous a envoyé des textos pour vous faire venir ici, qui vous a même appelé. Nous, d'ici, Michael Jordan reste une icône.
pour vous? Est-ce que c'est une relation particulière maintenant? C'est sûr que ma vision du personnage a entre guillemets un peu changé. Il reste le plus grand athlète de l'histoire du sport, le plus grand basketteur de l'histoire, ça ne change pas de toute façon. Mais de le connaître personnellement et de plus échanger avec lui, de discuter avec lui, c'est ce qu'il y a eu de mieux dans ma carrière, je pense, parce que j'ai 2 Hall of Famers avec moi maintenant. J'ai Jordan en patron et j'ai Patrick Ewing en assistant coach. Donc ça, c'est un gros apport pour moi. Mais c'est sûr que Jordan, voilà, c'est dès qu'il dit quelque chose, t'écoutes. Il dit, t'écoutes, voilà, t'écoutes, t'as rien à dire. Parce que voilà, c'est le meilleur qui a pu jouer à ce jeu-là. Et même quand il prend le temps, des fois, après chaque match, à 23h30, de t'envoyer un texto ou t'appeler pour donner 2-3 conseils, parce que voilà, il est très impliqué. Il est très, très impliqué dans l'équipe. À quasiment chaque match à domicile, il est à côté du banc, il est là. Après les matchs, dans les vestiaires, il est là, il nous parle, il échange, il nous dit ce qu'il voit, parce que c'est un joueur à la base. C'est un président maintenant de club ou un gros businessman, mais ça reste un joueur quand même. Ça reste un joueur de basket, il est très, très impliqué dans l'équipe. Hier, on l'a vu, il était sur le banc lors de la victoire face à Cleveland. Il a félicité tout le monde. Il a eu un petit mot pour vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, voilà, il a toujours le petit mot pour me mettre dedans, parce que c'est vrai que dernièrement, au niveau du physique et du rythme, je suis pas très très bien, parce que, avec ma blessure à l'orteil. Mais en sortant hier, il me sort, voilà, t'as encore prouvé ce soir que t'étais le joueur le plus important de l'équipe, alors que j'ai mis que 10 points. 10 points, mais voilà. Vous n'avez pas mis que 10 points hier. 10 points, 5 rebonds, 5 passes. Ouais. Mais voilà, en sortant, il me dit, ouais, t'as encore prouvé ce soir que t'étais le joueur le plus important de l'équipe. Donc, venant de sa part, bien sûr, c'est assez gratifiant, ouais. Il t'a pas fait remarquer qu'il avait eu raison de vouloir te forcer un tout petit peu la main pour jouer? Oui, parce que alors, je devais pas jouer ce match-là à la base. Je devais pas jouer. Je devais pas jouer le match contre les Cavs. Avec le staff médical, on n'était pas trop pour. On était plus à me donner encore un jour de repos. Et lui, la veille, il m'a texté à minuit pour me demander si ça allait mieux. Je lui ai fait oui, voilà, je suis dans ma routine. Il me fait ouais, mais ça ira demain. Donc, c'était pas forcément, c'était marqué comme une question. Je savais très bien que c'était pas une question, donc j'ai dit oui. Et le lendemain matin, il était à l'entraînement, il m'a fait « Tu joues ce soir hein ?» Je fais « Ouais, je joue ce soir, ouais. » J'ai compris, je joue ce soir. Donc, on dit pas non à Michael Jordan. On peut pas dire non, bien sûr que non. Et il savait que tu as été tradé, mais je crois que c'est intéressant que les gens le sachent. Tu avais le choix. Ouais. Et le fait que tu n'as pas été envoyé à Charlotte, tu avais 4 équipes. Oui, j'ai eu des options. Mais c'est vrai que les Hornets me semblaient, et individuellement et collectivement, l'équipe la mieux adaptée pour moi. C'est vrai qu'en étant ici, j'avais plus de chances de me montrer, d'évoluer, de plus avoir le ballon en main. Et aussi l'équipe qu'il y a, parce que là, on a beaucoup de blessures, malheureusement, depuis le début d'année. Mais quand on a l'équipe au complet, on peut vraiment, je pense, prétendre être dans le top 6 à l'Est. On a clairement les moyens. On en parlait. Il faudrait peu de choses à cette équipe, quand on voit ce que fait Miami, par exemple, pour être dans les 4-5 meilleures équipes de la conférence Est. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est outre Cleveland sur une série, si on a l'équipe au complet, on pense qu'on peut battre tout le monde sur une série. En comptant, même si Chicago, ça peut être dur, ou Toronto, ou Miami, mais on peut jouer les yeux dans les yeux avec. They're playing a lot better than people thought early in the year, the young team. 2 in a row, Nick Batum. Armani dresses, exquisite thick bitches, the body bless us. Rest assured, we get 8 points. Batum! Vous avez dit que, justement, Michael Jordan vous dit que vous êtes l'élément le plus important de cette équipe, qu'on a voulu vous avoir ici. En préparant l'interview, en disant qu'on voulait faire cette interview avec vous, on a senti que tout le monde était prêt à beaucoup nous aider, que vous étiez un élément important de cette franchise. Est-ce que vous le ressentez, vous aussi? Est-ce que vous l'avez ressenti tout de suite?
Oui, enfin, je l'ai ressenti très très vite et match après match, que même quand je fais pas de gros matchs ou quand je suis blessé et je reviens, Kemba vient me voir et il fait « ça change tout quand tu es sur le terrain ». Bah, pourtant, je fais rien d'extra. Enfin, je sens pas que je fais quelque chose d'extraordinaire. Je juste prends la balle, je la bouge, je coupe, je fais 1 ou 2 tirs. Enfin, je joue seulement en fait. Et je me rends compte que oui, je suis peut-être un élément important de plus en dans cette équipe-là, et plus que je n'étais à Portland, par exemple. Mais à Portland, pardon Nico, mais à Portland, parfois, tu étais un passe-ballon. Tu passais le match à donner la balle en bas à gauche et à prendre les shoots de fin de possession. Oui. Enfin, oui, enfin, c'est vrai qu'à Portland, c'était moins grave si je loupais un match. Oui. C'était moins grave, parce que quand j'avais 2 All-Stars. 2 All-Stars et Wesley, qui n'étaient pas très très loin d'être aussi. Donc c'était différent. Portland, c'était différent. Ici, je sens que je suis plus essentiel et que je peux moins louper de match. Ouais. Mais tu sais aussi que dans le basket, et c'est quelque chose, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est une réalité, c'est que les gens jugent souvent sur le nombre de points. Regarde l'impact qu'ont eu tes 2 matchs pour le bronze et la demi-finale à la Coupe du Monde à 35 points. On a cru, les gens disaient « Ah, Batum, scoreur, machin ». Personnellement, c'est pas très important ce que je pense, mais tu n'es pas un scoreur. Tu es un all-around, tu es un mec qui peut tout faire. Voilà. Et c'est très difficile en NBA, ça. Parce qu'en NBA, il vaut mieux être très fort sur quelque chose que tout faire un peu bien, quoi. Comme Boris, d'ailleurs, dans un autre poste. C'est un peu, comme, tu vois, Draymond Green. Oui, comme Demar Carroll. Draymond Green, il n'est pas extraordinaire dans un aspect du jeu. C'est pas un grand shooter, c'est pas un grand dribbleur. Mais par contre, il sait tout bien faire. Il sait tout bien faire, donc moi, voilà, ce que j'essaye de faire plusieurs parties du jeu bien. Je peux être excellent sur d'autres choses, mais c'est vrai d'être un bon rebondeur, un bon passeur, un bon scoreur, un bon manieur de ballon, un bon joueur en général, c'est tout. Sur quoi vous aimeriez progresser aujourd'hui? La main gauche. La main gauche, ouais, j'ai une main gauche pour passer un cap, je pense. Mais ça, j'essaye au quotidien de le faire, mais ça vient pas. Mais je continue. Avec le travail, ça viendra. Exactement. Vous avez très bien commencé cette saison à Charlotte et pourtant, l'été a été très chargé pour vous. Comment est-ce que vous expliquez toutes ces performances qui sont arrivées très vite cette saison? C'est la mise en confiance, je pense. C'est la mise en confiance du staff et des coéquipiers. C'est vrai que je m'entends très 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 bien avec Steve Clifford, le coach, qui m'a mis en confiance très tôt, en disant qu'il voulait faire de moi le Turkoglu qu'il avait quand il était à Orlando. Donc j'ai beaucoup le ballon en main. Et c'est vrai qu'il y a des matchs où des fois je me trouais, je faisais des 3 sur 13 en attaque. Et une fois j'ai fait un match, j'étais à 3 sur 12 et 8 balles perdues. Et le match était serré. Et Nubar, il me fait les 3 prochains systèmes, je les fais pour toi, tu marques 3 fois ou tu fais 3 passes. Je viens de perdre 8 ballons, je suis à 3 sur 13 là. Il me fait oublie. Et je marque 2 fois, je fais une passe décisive. Donc ça montre la confiance qu'il a envers moi. Et ça, c'est une chose, depuis que je suis en NBA, que je n'ai pas forcément connue à ce point-là. Est-ce que c'est justement quelque chose d'important d'avoir toutes ces marques de confiance pour avancer, pour passer ce cap Bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, c'est important. Enfin, personnellement, pour moi, ça l'est. Pour d'autres joueurs, c'est différent, mais pour un joueur comme moi, ça l'est d'avoir cette confiance aveugle qu'a le coach envers moi. Et maintenant, je peux m'autoriser à faire des erreurs. Bon, je perds trop de ballons cette année. J'en perds beaucoup. Non, mais pas que cette année, hein, ça a toujours été général. chez des lions. J'ai l'impression qu'en fait, je suis revenu un peu... Ceci dit, c'est normal de perdre des ballons quand t'entends des choses. Exactement. Voilà. Mais je me trouve un peu dans la situation où j'étais avec Nancy. En fait, quand Jean-Luc Monchot m'a laissé beaucoup de liberté, où j'ai vraiment explosé, mais je perdais beaucoup de ballons. Et très bêtement. Et donc là, je me trouve un peu dans la même situation, je trouve, ici. T'avais fait du post-up avec Nancy? J'en fais plus ici. Ouais? Ouais. Plus ici. Quand j'ai des mismatchs maintenant, j'ai pas de mismatch hier. LeBron James, c'est différent en mismatch. Hein. Oui. J'ai pas... Par contre, lui, il a essayé de te poster. Il a pas réussi. Bon, un petit peu, il a essayé. Il n'a pas marqué. Il n'a même pas tiré. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. C'est principal. Vous avez défendu contre la terre entière, Nicolas. Je pense que vous êtes coltiné les pires joueurs de la Ligue. J'ai eu des longues soirées. Ouais. J'ai eu des longues soirées. Est-ce que c'est gratifiant quand même de défendre face à des joueurs comme ça? Bien sûr que c'est gratifiant. Et puis il y a, bien sûr, une fois ou deux, ils vont en mettre 40. De toute façon, ils l'ont fait avant moi, ils le font après moi. Donc
ça m'est arrivé, mais voilà, d'être un soir, d'avoir comme travail d'essayer de limiter ou de ralentir une des plus grandes stars ou meilleurs joueurs de la planète. Ça a été Kobe ou les D-Wade ou les Tracy McGrady, Iverson même quand je suis arrivé. Encore maintenant, c'est Durant, LeBron, Melo, Carmelo. Heureusement pas Stephen Curry parce que maintenant je m'en charge plus. C'est il y a des longues soirées des fois, mais quand on arrive à leur faire un mauvais match, ouais, c'est assez gratifiant. Ouais. Lequel est le plus compliqué à arrêter? Celui contre qui j'ai eu plus de problèmes, c'est Kevin Durant. Ouais. Kevin Durant il est grand. C'est ça le truc, c'est qu'il est très grand en fait. Il peut shooter n'importe où. Et pourtant j'ai des longs bras, je suis grand, mais j'arrive jamais à le gêner parce que voilà, il fait quasiment 2010, il peut tirer 3 mètres de la ligne à 3 points au-dessus de la tête et tu peux rien faire par rapport à ça. Il est super rapide, il dribble comme un arrière. Ouais, c'est le meilleur attaquant de la NBA. Vous les avez tous contrés aussi, tous ces oui, joueurs. Oui, une fois ou deux, oui, ça m'est arrivé quand même de les contrer, ouais, quand même. Mais on est tous mis sur ma tête que moi je les contrés personnellement. Quel est celui qui parle le plus? Qui parle le plus en trash talking directement? Ouais, Kobe. Un jeune Kobe, moins maintenant, mais avant, ouais. Avant, ouais. LeBron, il parle pas, il grogne. Non, plus concentré, il est plus concentré, LeBron. Mais Kobe, des fois, ouais. Des fois, il papote, ouais. How can I say this? Fuck it, I'm the greatest. I am the A-list for all these great debaters. A lot of y'all now forgot now who I am. The 87 nigga used to ride right in the jam. Oh yeah, we put them things in the air. When I drop a single, it's really like a pair. An Air Jordan's important to the culture. If you ain't true to it, Kaya de la Boca. Get my drink on like the coaster. Post up on the wall that Mike used to live off. Hip hop. Yesterday was named the Eastern Conference Player of the Week. Batum! He continues to be wonderful. I rhyme for the commoners. My name's synonymous with prominence. I'm the hip-hop, but Obama is the politics. Vous avez été élu joueur de la semaine au mois de novembre, ouais, avec une sacrée réussite à 3 points. 15 3 points inscrits, plus de 25 points de moyenne, des stats très complètes dans tous les domaines. Qu'est-ce que ça fait d'être joueur de la semaine? De la conférence Est? Oui, bah oui, pendant une semaine, j'étais meilleur que LeBron James. C'est ce que je me suis dit. Donc non, mais c'est assez gratifiant, voilà, justement dans une conférence où il y a Wade, Paul George, Carmelo, LeBron, enfin John Wall, ces mecs-là. Et pendant une semaine, c'est moi qui étais le meilleur. Non, c'est assez gratifiant. Ça montre aussi mon intégration et l'impact que j'ai avec ma nouvelle équipe. On voit plein d'articles qui racontent que tous les franchises aimeraient avoir un joueur comme vous, que vous êtes le joueur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe, etc. On sent vraiment que votre statut a évolué, que maintenant vous êtes très attendu, mais aussi très apprécié par la presse américaine. Est-ce que vous le ressentez justement, que maintenant on vous apprécie à votre juste valeur presque? Oui, bah oui, justement, c'est ça, je pense qu'on m'apprécie justement à ma juste valeur. Et peut-être des mecs comme moi, il n'y en a pas beaucoup en NBA. Des mecs qui sont plus en mode équipe qu'en mode individuel. Et pourtant, je suis en année de contrat cette année. Et j'ai vécu des saisons, moi, où des années de contrat, ça a été différent parce que des joueurs pensaient vraiment à eux auparavant. Et je pourrais vraiment penser à moi par rapport à... Mais tu serais plus Nicolas Batum. Mais je ne serais pas moi. Et c'est là que j'ai commencé à louper ma saison. Est-ce que tu penses que le soin qui est autour de toi peut être d'abord, bien sûr, du respect pour toi, mais aussi parce que tu es en fin de contrat et qu'ils aimeraient bien te pérenniser ici? Oh, il y a un peu des deux, je pense. Mais la façon dont je joue maintenant sera la même que si tu me re-signes 5 ans. J'ai pas changé. J'ai pas changé mon jeu, dire c'est bon, j'ai signé. Si, tu nous as dit meilleure main gauche. Bon, à part ça, oui, bon, ça, c'est pour le bien de l'équipe. Hein. Et c'est pour le bien de l'équipe, parce que peut-être je perdrai moins de ballons du coup. Oui. Est-ce que lorsque vous voyez tout ça, tous ces gens qui vous font tant de compliments cette saison, vous repensez à la draft, à ce petit épisode malheureux qui vous est arrivé avec les médecins de Toronto, et que vous vous dites, bah oui, finalement, tout ça est oublié et bien loin? Bien sûr, c'est oublié, bien sûr, mais après, je pense qu'à l'époque, j'aurais quand même mérité d'être beaucoup plus haut que 25e. Moi, je pensais être top 15, au moins.
On a une grosse draft aussi en 2008. On a une draft très dense qui va jusqu'au deuxième tour. Parce que nous, on a DeAndre Jordan et Dragic qui a été au deuxième tour, par exemple. Donc, mais oui, voilà, la draft, voilà, j'ai peut-être été une des meilleures steals de la draft, on va dire. Ça t'a fait mûrir, maturer, cette draft? Ah bah oui, bien sûr. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir, c'est sûr. Ouais. Kemba Walker aurait pu être All-Star. Vous aussi, quand même, Nicolas, cette année. Est-ce que c'est un regret? Non, c'est pas un regret parce que malheureusement, on a perdu des matchs au mauvais moment. Et puis, ça veut dire qu'on méritait pas parce que collectivement, on méritait pas d'y être. On a vécu un mois de janvier très difficile, collectivement et personnellement. Moi, c'est vrai que je crois que j'ai loupé quasiment 10 matchs dans le mois de janvier. Après, c'est sûr que Kemba, pour moi, aura pu le faire. Mais malheureusement, si j'avais été plus présent, on a peut-être pu gagner plus de matchs et peut-être Kemba l'aurait fait. Donc malheureusement, je prends un peu sur moi que le fait que Kemba n'ait pas pu être All-Star parce que faire des matchs à 52 points et dans la même semaine mettre 40 points après derrière, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Kemba, c'est peut-être un des mecs les plus sous-estimés de la NBA. On ne connaît pas trop Charlotte parce que voilà, Charlotte ne passe pas forcément dans les grosses télés ou sur les chaînes nationales ou dans les chaînes mondiales. Mais il est très 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 fort, le gamin. Très très fort. L'année prochaine, le All-Star, c'est ici? Ouais. Tout le monde a ça en tête, j'imagine, un peu, non, déjà? Pas encore. L'organisation, non? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Les joueurs? Pas encore. On a des choses à faire avant. On verra ça l'année prochaine. Aller en play-off? Déjà, ouais. C'est quand même le but parce que avec tout ce qu'on a vécu, les blessures, les mauvaises périodes qu'on a connues, on fait 6-7 défaites de suite. On est 9e à 2 matchs du 8e. Et là, on est en train de récupérer tout le monde. Là, Mike vient de revenir, moi je reviens, Kemba va revenir et Jefferson revient dans 10 jours. Donc on va récupérer enfin le groupe initial qu'on devait avoir. Et là, on peut être dangereux. Et là, on va être dangereux, je pense. Vous y croyez encore à ces playoffs? Oui, sont à 2 matchs, il en reste 30. Et on a eu beaucoup de matchs à l'extérieur aussi en janvier, là. Et je crois qu'au mois de mars, on a une grosse partie des matchs à domicile. Donc c'est là qu'on va peut-être pouvoir marquer le coup, je pense. Votre objectif à long terme? Mon objectif à long terme, déjà, c'est de rester en bonne santé. Ouais. Touche du bois. Attention les pieds. Touche du bois. Non, rester en bonne santé, jouer le plus longtemps possible et gagner le plus de titres possible. Et voilà, et de partir, arrêter ma carrière avec 0 regret. Est-ce que vous êtes donné une date limite? Non. Non, j'ai pas. Encore 10, je me suis dit 15 ans NBA quand je suis arrivé. Au moins 15 ans, je suis arrivé à 19 ans, donc ça me fait jusqu'à 34 ans. On verra. Vous en êtes à la moitié, quoi, en fait. Ouais, oh. Passe vite, hein. Ah ouais, il reste encore pas mal de choses à vivre. Il reste pas mal de choses, mais ça passe vite quand même. Ça passe vite, donc ouais, encore... à 35 ans, on verra où j'en serai. Est-ce que vous pensez aussi à votre contrat de cet été? Enfin, à ce qui va se faire, à toutes ces discussions qu'il va y avoir? Non, pas forcément, parce que il y a d'autres sujets autour de ce contrat qui... C'est un peu galère, malheureusement, donc ça va être un été assez compliqué aussi. Donc c'est pas que le contrat sur lequel je suis focalisé. Tu parles de quoi? De l'équipe de France? Par exemple. Par exemple, c'est vrai que c'est un timing assez bizarre. Bizarre, enfin c'est mal fait, quoi. C'est très mal fait. C'est très mal fait, la date du TQO est une ineptie. Enfin, l'idée du TQO en général est très bête pour moi. Pourquoi? Pourquoi, ouais. Tu prendrais le classement du championnat d'Europe? Bah oui, comme avant. Ah ouais. Oui, comme avant, ouais. On va parler de l'équipe de France, du coup, la transition est toute trouvée avec ce championnat d'Europe qui est loin maintenant. J'imagine digérer quand même, Nicolas, non? Digérer, on y pense toujours. On pense à quoi? Ces 3 lancers francs, par exemple. Hein. Ça rentre et ça me hantera toute ma vie, je pense, parce que même si on me dit non, même si on me dit voilà, c'est différent, on ne sait pas là-dessus, je dis que si je mets les 3 lancers, on n'est pas au TQO. On y va direct et on est champion d'Europe parce qu'on aurait gagné en finale. On aurait battu la Lituanie. Parce qu'on malheureusement, là, le France-Espagne, on s'est jamais rencontré. On s'est rencontré qu'une fois en finale, malheureusement. Et ça devait être toutes les finales à chaque fois, je pense. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'était compliqué. Tu as gagné en cadet, tu as gagné en junior, tu as gagné en senior.
Mais celui-là, le doublé là, On n'a pas fini le job. Mais c'est vrai que quand on reçoit la médaille de bronze, avec Tony, on se dit, mais t'imagines si on avait gagné. Je préfère pas. Vous êtes resté longtemps assis sur le podium d'ailleurs. Ouais, parce que on imaginait ce que ça aurait pu être. Et vous méritez d'aller aux Jeux Olympiques. Bien sûr qu'on mérite d'y être. C'est pour ça que pour moi, cette QO, c'est... Pourquoi ça vous tracasse autant? la date. C'est pas que ça... Déjà, ouais, c'est pas que ça me tracasse, mais ça pénalise des équipes. Et... Par exemple, là, le Canada et la France doivent y être. Pas un des deux. Vous le sentez piégeux, ce TQO à Manille, pour l'équipe de France? C'est un piège énorme. Par exemple, il y a 3 ans, la Grèce ne le fait pas. Ils perdent contre le Nigeria. Bon, bravo au Nigeria, mais la Grèce devait y être quoi qu'il arrive. Donc il y a des... Pour moi, c'est inutile, je trouve. On doit passer par là, de toute façon. On va passer par là, on va le faire, mais ça aurait été bien d'y aller directement. Ah bah, clairement. Ça aurait été mieux. C'est sûr. Ça aurait été mieux. Vous n'avez jamais raté une compétition avec l'équipe de France, quasiment? Pas arrêté depuis 2008. Si je compte les jeunes, depuis 2004. Depuis 2004. Mais les jeunes, on les compte J'ai pas. loupé quand... Wow. Wow. Quand on faisait le lycée, enchaîné derrière sur les compétitions jeunes, et une semaine après, t'as Vincent Collet qui t'appelle pour faire l'entraînement des pros. T'as pas de vacances, hein. Vous n'avez pas les vacances? Ah, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'en avais pas. J'en avais pas, donc depuis 2004, ouais. Outre 2008, l'année de ma draft, c'était pas de tout repos non plus, parce que j'ai dû aller très tôt à Portland pour travailler. C'est la seule année où j'ai loupé l'équipe de France. Donc ouais, depuis 2004, j'ai jamais loupé l'équipe de France. Jamais. Est-ce que c'est une obligation pour vous d'aller chez les Bleus? Est-ce que... C'est pas une obligation, mais c'est devenu un rendez-vous pour moi. Pour moi, été est égal à l'équipe de France maintenant. Quand ça fait plus de 10 ans qu'on y est, bah, c'est devenu une habitude. Et j'avais hésité en 2014. J'ai énormément hésité en 2014 par rapport à la Coupe du Monde, où très honnêtement, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que j'étais fatigué, j'étais un peu lassé, je voulais me poser en fait. Je voulais me poser et faire autre chose que du basket pendant un été. Vraiment me libérer la tête. Mais voilà, je savais très bien qu'à la fin, j'allais le regretter. Mais aussi, je sais que j'allais le regretter physiquement derrière, en allant en équipe de France, donc j'étais un peu dans une impasse. Ça s'est bien terminé, entre guillemets, la Coupe du Monde, parce qu'on fait une médaille de bronze, j'étais dans le meilleur 5. Mais physiquement, j'ai payé la saison d'après. J'ai payé. Vous voyez aujourd'hui rater une compétition avec l'équipe de France? Il va bien falloir un moment où je prenne un été, ouais, pour me reposer. Et je pense pas qu'on puisse me le reprocher. Et j'espère pas en tout cas, parce que j'ai donné. Hein. J'ai donné. Je pense qu'ils ont tous au moins pris un été. Mais les Tony, Boris, Flo, ils ont tous pris un été pour se reposer. Là, bon, je suis encore jeune, mais j'ai 27 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans le circuit professionnel en comptant la Pro A. Donc il va falloir un été où, ouais, que je puisse penser à moi aussi, pour me reposer pendant un été, ouais. Rudy, 4 points in the ball game. I think he's going to play the whole quarter here, but look at this. He just keeps those arms up in the air. This With 6. Evan Fournier, a nice drive. That's a great job. again, Rudy Gobert running the floor. Evan takes his final punch into the basket, lays it in, and a foul. And Fournier open for 3. Un mot sur justement les Français là en NBA. On avait Van qui cartonne bien avec Orlando, Rudy Gobert qui déclare qu'il veut devenir une star. Ça vous étonne d'ailleurs qu'il ait ces mots-là, Rudy Gobert? Non, parce que ça peut choquer certaines personnes, mais ça nous rappelle nous quand on arrivait, quoi. Ou quand Tony à l'époque aussi est arrivé, c'est que tu as cette insolence, cette confiance en soi, et il faut ça justement pour réussir dans le monde pro, et surtout ici. Et surtout ici parce que
ils pensent tous comme ça. De toute façon, si tu parles à n'importe quel joueur, il doit être MVP, il doit être meilleur joueur de la NBA, il doit être tout de toute façon. Donc c'est la mentalité qu'ils ont ici. Ça me choque pas que Rudy c'est bon là, par exemple. Ça me choque pas du tout. Vous comprenez. Ce sera une star, Rudy Gobert? Ouais. Moi, ouais, parce que je pense que lui, c'est vraiment un joueur unique. C'est vraiment un joueur très, très unique. Parce que des mecs qui ont sa mentalité, de donner son corps en défense comme il le fait, sans vouloir se préoccuper de ses points d'attaque, il n'y en a pas beaucoup. Et ça peut le rendre très, très fort et très, très riche, je pense aussi. Je pense aussi. Restons aux États-Unis alors avec cette saison NBA qu'on est à sa moitié. Golden State va garder son titre. Ah non, si on lui demande des pronostics, c'est le pire pronostiqueur de l'histoire. Non, c'est pas que je suis le pire, c'est que je sais pas que je suis le pire. C'est que voilà, je cherche à créer la surprise. Ah. Alors. J'avais annoncé un Clippers Knicks il y a 2 ans. Ah. Oui. Ouais, j'étais parti loin. Ah ouais, quand même. Oui, là, J'étais parti très très loin. T'avais pris les pronos. Bah alors, Je ne vais pas aller dans l'évidence parce qu'on savait très bien que ça allait être Miami-San Antonio. C'était clair et net, c'était ouvert. Je veux juste, voilà. Comme cette année, ça doit être Golden State Cleveland, la logique. La logique. Et Voilà. alors, la logique de Nicolas Batum dit quoi? Spurs Charlotte. Ah, pas mal. Voilà. Spurs Charlotte. Ça, Bon, je casse les pronostics. je crois savoir que tu mettrais peut-être une piécette sur OKC. OKC, ouais. Je trouve qu'OKC, on n'en fait pas forcément attention cette année. On est vraiment focalisé sur San Antonio et Golden State. Mais les gens sont plus focalisés sur les performances individuelles de KD et Westbrook, mais pas forcément sur les résultats d'équipe. Ils sont là pourtant. Voilà, ils sont juste derrière. Donc ils ont un coup à jouer à l'Ouest. Ils peuvent le faire. Ils peuvent battre Golden State sur une série. Je pense que physiquement, c'est la seule équipe qui peut le faire. Un dernier projet, Nicolas. Vous allez être papa. Ouais, Bientôt. ça peut peut-être Ça y est. Il y avait Batum Mama et maintenant, d'ailleurs, Batum Papa. Ouais, voilà, c'est Batum Papa maintenant. Ouais. C'est mon projet à moi, quoi. Pas de grossesse nerveuse, tout va bien? Non, ça va. Je pense que tout va bien. Tout va bien. Le bébé est en bonne santé. Non, c'est peut-être mon plus gros projet. Ouais. Peut-être pour l'instant, ma vie, parce que c'est un nouveau cap. Encore, c'est un nouveau cap. Là, on passe vraiment dans le monde des grands pour de vrai. Là. Pour de vrai, on va devoir s'occuper d'un petit bout, d'un mini-mois. Donc, ça va être... Je suis vraiment impatient. C'est vrai que je suis impatient. Ça commence à être long, peut-être. Ouais, ça va être long. C'est prévu pour fin avril, début mai. Donc, je vais être impatient, ouais. Très impatient. Mais ça va être voilà, une très belle expérience et on est vraiment très, très heureux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nicolas, après tous ces beaux projets? Que tout le monde soit en bonne santé, que voilà, c'est la santé avant tout, je pense. Quand la santé va, tout va. Et si la santé va, le basket ira bien, la famille ira bien, et puis tout ira. Jacques? Ben moi, ravi. Non, je sais que devant lui, là encore, il aura 28 ans en décembre prochain, le 14. Et la marge de progression est encore là, tant dans le jeu que dans la main gauche. Que dans la Le jeu, c'est la main gauche. Non, puis surtout l'aspect humain. C'est pas un grand causant, c'est un bien élevé. J'ai coutume de dire que quand il veut faire le méchant, il sait pas le faire. Mais il va gagner dans tout ça, et avec la trentaine, la maturité de la paternité. Trentaine, doucement. À 28 ans, la trentaine approche. Oui, mais j'ai eu 27 ans il y a un mois. 28 ans, c'est en décembre, on est en février. Ça fait rien. Laissez-le devenir papa, déjà. J'ai le temps encore. Ça fait rien. La maturité physique et humaine d'un joueur de 30 ans, c'est toujours un bonheur pour les coachs. Ah ouais. C'est déjà un bonheur pour les coachs, j'ai l'impression, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. D'avoir été Merci. si disponible pour nous. Avec plaisir.